Radioscopie, Francis Ponge, Jacques Chancel. Je dois dire tout de suite que nous ne sommes pas à Paris, mais à Nice, aimablement accueillis, amicalement accueillis par nos confrères de FR3. Mon invité, Francis Ponge. Vous avez, Francis Ponge, abandonné votre campagne de Provence, qui vit au rythme des saisons, à quelques kilomètres de Nice, à une trentaine de kilomètres, enfin, on ne va pas faire le compte. Et je vous ai enlevé à Le Bar-sur-Loup, puisque c'est votre province, où sans doute, comme chaque jour, vous regardiez les choses et entendiez la parole des objets, car je sais combien vous êtes sensible aux objets et aux choses. Je ne dirais pas que vous êtes poète, puisque vous refusez cette classification, mais j'aimerais croire que vous êtes artisan des mots. Alors je voudrais savoir tout de suite si j'ai bien dit le mot. Oui, bien sûr. Je pense, vous savez, pendant très longtemps, j'ai refusé le nom de poète. Parce que je n'aimais pas être mélangé avec un grand nombre de personnages qui se targuent de ce nom, de cette appellation. Et puis, finalement, bon, puisque c'est plus facile de me traiter de poète, j'accepte qu'on me traite de poète. Plusieurs m'ont dit que finalement j'étais plutôt un poète qu'autre chose. Bon, très bien, alors je déteste pas ça. Quant aux choses, bien sûr, ça m'a toujours intéressé, mais autant les mots que les choses. Enfin, Vous le savez aussi, ça, oui. C'est-à-dire que je pense que le monde des mots est un monde aussi, comment dirais-je, aussi matériel, si l'on veut, que celui des choses, que les choses du monde extérieur. Et que pour faire quoi que ce soit de valable, dans le moyen d'expression qu'on a choisi, il faut être au moins aussi sensible à ce moyen d'expression, c'est-à-dire pour un écrivain aux mots, qu'aux objets du monde extérieur. Au moins autant. Enfin, certainement, ce qui pousse à écrire, c'est l'émotion que vous procurent les objets, les choses du monde extérieur, êtres, personnes, paysages, objets, purement, simplement. Mais c'est cela qui produit la pulsion, c'est l'émotion que vous ressentez. Mais comme nous devons, comment dirais-je, rendre cette émotion, la communiquer autant que possible, par le moyen d'objets du monde verbal, eh bien, il faut aussi être très sensible à ce monde-là, c'est-à-dire considérer les mots également comme un monde quasi extérieur. Francis Ponge, je ne veux pas vous demander d'être humble ou d'être vaniteux, simplement j'aimerais que vous me répondiez très franchement. Êtes-vous conscient de la place que vous occupez ? On dit, on écrit, on l'a écrit partout, les plus grands l'ont dit, que vous êtes l'un des grands poètes de ce XXe siècle. Et vous vous êtes réfugié d'une certaine manière, je ne dirais pas dans votre Thébaïde, mais en tout cas dans une campagne. Oui. Non, certains témoignages, bien sûr, me laissent penser qu'en effet, il y a une réponse de la part, ici ou là, enfin, et je peux dire un peu dans le monde entier, enfin, peut-être, n'est-ce pas, à ce que je produis. Mais je dois dire que je doute aussi comment dirais-je, de l'importance d'une réputation actuelle, contemporaine, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr du tout que cela puisse être finalement valable. Je n'en sais rien. Si souvent, n'est-ce pas, des gens qui ont complètement disparu de la circulation, si vous le voulez, des esprits, et peut-être même de la bibliothèque, enfin, ont été considérés comme de très grands poètes à leur époque, enfin. Et puis ont publié des livres avec des peintres, n'est-ce pas, avec des tirages réduits, enfin de la bibliophilie, etc.
Et puis maintenant, enfin, ça me paraît tout à fait hasardeux, enfin, de compter sur, enfin, comment dirais-je, une gloire durable. Mais vous seriez heureux d'exister au XXIe siècle, de compter par exemple dans l'histoire de la littérature, de la poésie? Mais bien sûr, c'est pour ça que j'écris. C'est évidemment Pour laisser une trace. parce que oui, parce que je ne considère évidemment la vie que du point de vue de la vie éternelle, si vous voulez, qu'il ne me paraît pas possible de concevoir ma vie autrement qu'une vie éternelle, et que il n'y a qu'une façon, enfin, comment dirais-je, de s'éterniser. Ben, c'est de laisser une œuvre qui dure plus longtemps que vous-même. Francis Ponge, j'ai là quelques-uns de vos ouvrages, tout près de moi, à ma droite, dans ma main droite. Lire, La rage de l'expression, Le parti pris des choses, Pour un Malherbe, et nous parlerons de Malherbe qui a beaucoup compté dans votre vie, Le Savon, Pièces, il y a également Nouveau Recueil. Mais je voudrais savoir pourquoi, surtout, vous avez fui. Pourquoi, plutôt, vous vous êtes retrouvé? Puisque vous êtes de cette Provence, je crois même que vous êtes né à Montpellier, que vous avez passé votre enfance dans cette Provence et en Avignon, mais vous avez quand même connu Paris et vous avez eu une jeunesse comme tout le monde et peut-être même agitée. Oui, bien sûr, plus que beaucoup d'autres, Oui. puisque, enfin, je suis d'une génération qui a connu non seulement les deux guerres, enfin, mais c'est quoi, enfin, des bouleversements de tous ordres. On peut dire que vous avez 82 ans? Je les aurais révolus je vous ai vieilli. au mois de mars. Oui, je les aurais révolus au mois de mars. Je suis dans ma 82e année. Oui, oui. Alors, vous ne me vieillissez pas trop. Enfin, je suis né en 99, donc j'ai eu un pied au moins, ou peut-être les deux, dans le 19e siècle, et je ne pense pas que ça soit tout à fait indifférent. Mais je ne sais plus la question. Je vous parlais de votre jeunesse agitée. Je disais agitée. Oui, la jeunesse, c'est-à-dire que j'ai une jeunesse très, comment dirais-je, très déplacée. N'est-ce pas? Il est exact que je suis d'origine méridionale, enfin. Et même, enfin, j'ai des cousins snobs qui ont établi notre généalogie. Eh bien, il se trouve que depuis très très longtemps, enfin, depuis, je ne sais quoi, moi, Louis le Gros, eh bien, de qui nous descendons d'ailleurs, j'ai une origine. Vous allez être fier? Oh, enfin, c'est tout de même assez intéressant de savoir de quel arbre on est, n'est-ce pas? On est une feuille extrême, évidemment, mais enfin, quelles sont vos racines? Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez, vous, très enraciné dans une région... Dans la Bigorre, dans les Pyrénées. Dans la Bigorre. Eh bien, nous, il se trouve que moi, et bien, des deux côtés de ma famille, pas d'ancêtres qui soient au nord de Valence, si vous voulez, n'est-ce pas? Et ensuite, ça va vers, d'une part, l'Italie, d'autre part, vers Toulouse et ces régions-là. Enfin, vraiment, je suis une feuille de ces régions-là. C'est assez intéressant à savoir. Mais quelles études avez-vous suivies? Eh bien, j'ai d'abord été, comment dirais-je, je suis donc né à Montpellier, c'est un fait, mais du fait seulement que mon père était à ce moment-là sous-directeur de l'agence du comptoir d'escompte à Montpellier. Et un mois après, il a été nommé à Nîmes, et donc j'ai quitté Montpellier quand j'avais un mois. J'y suis retourné depuis, notamment pendant la Résistance, mais pour mon travail de résistant. Mais j'ai des cousins montpelliérains, bien sûr, parce que il faut dire aussi que je suis protestant d'origine, enfin, et que Montpellier est aussi une ville protestante. Enfin, cela a de l'importance que vous ayez cette particularité, que vous soyez protestant. Tard, si on veut, en un sens, enfin, évidemment. J'en ai aussi quelques vertus, mais le fait est que je ne suis pas, comment dirais-je, pas du tout pratiquant, et que je suis plutôt païen de nature, comme ça, partisan plutôt si vous voulez, des religions qui considèrent qu'il y a un très grand nombre de dieux, que n'importe quoi est un dieu, notamment une feuille qui bouge ou je sais quoi.
Mais enfin, il est certain que, malgré tout, on a subi la chose. Bon, alors, de Montpellier, ça a été Nîmes. Alors là, ma famille est depuis un certain nombre de siècles descendue des Cévennes, n'est-ce pas, vers Nîmes, petit à petit, et des deux côtés, n'est-ce pas, si bien que c'est ma véritable patrie. Or, c'est la ville la plus romaine de France, et ça, c'est aussi une grosse importance. Vous vous considérez comme un Romain? Je me considère... Vous savez qu'il se trouve que quand je me trouve à Rome, ce qui arrive de temps en temps, Dieu merci, j'adore cette ville, eh bien, je me suis trouvé par exemple une année où c'était, comment appelle-t-on ça, ces années où tous les pèlerins viennent, l'année sainte, je crois, quelque chose comme ça. Je me suis trouvé ou alors viennent des, je crois, des Calabrais, des Siciliens, des gens du Mezzogiorno, n'est-ce pas, italien. Et il se trouve qu'il leur arrivait de me demander comment faire pour aller à Saint-Pierre ou pour aller à Sainte-Marie-Majeure, n'est-ce pas? Ils me prenaient pour un Romain, oui. Le fait est qu'il est probable que j'ai tout de même un certain atavisme, même du point de vue physique. Enfin, mais Francis Ponge, vous qui vivez à la campagne, vous qui êtes cet homme de la Provence, vous aimez les villes. Vous venez de parler de Rome, mais de la même manière, ou peut-être d'une autre manière, vous aimez New York aussi. Ah oui, j'aime beaucoup aussi les villes américaines. J'aime beaucoup les villes italiennes, enfin aussi, enfin non seulement Rome, mais toutes les autres, enfin, qui sont aussi admirables parce qu'elles sont toutes des petites capitales, enfin. Et je pense qu'il y a autant de différences et de rapports entre, par exemple, New York, Chicago, San Francisco, n'est-ce pas, qui sont des villes admirables les unes et les autres, n'est-ce pas, ou Boston, n'est-ce pas, toutes ces villes qui sont très très particulières, qui ne se ressemblent nullement, mais Mantoue ne ressemble pas à Vérone, n'est-ce pas, et Rome à Naples, etc. Enfin, mais vous aviez des idées de poète lorsque vous étiez jeune? Bien, je ne sais pas trop. On a commencé par penser que je serais plutôt un musicien. Quand j'étais très enfant. Mais vous ne parlez pas de la musique dans vos livres? Je parle très peu de la musique, c'est un fait. J'en parle quelquefois à propos des peintres. Oui. Mais c'est le peintre qui devient, ou plutôt la peinture qui devient une musique. Ou de Monteverdi, parce que j'adore la musique, bien sûr. Mais le fait est que quand j'étais très jeune, nous habitions alors à Avignon, parce que de Nîmes, nous sommes allés à Avignon. Et là, une amie de ma famille, qui avait un salon un peu comme ça, enfin, avec des concerts. Elle faisait venir des solistes de Lyon pour donner des concerts de chambre. Et elle a persuadé mes parents qu'elle voulait m'initier à la musique. Et alors nous avons, à force de, je sais pas quoi, de sucre d'orge, etc., elle m'a appris le piano. Et elle m'a même produit dans certains de ses concerts, comme ça, jouant le gai laboureur, ou je sais quoi. Enfin, vous jouez encore un peu au piano? Beaucoup, plus du tout maintenant. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi, si j'ai le temps. C'est que j'ai vécu dans une ambiance tout à fait de musique pendant longtemps, n'est-ce pas? Parce qu'il se trouve que du côté de mon père, ma grand-mère, qui est devenue veuve très très jeune, a été obligée de gagner sa vie, et elle le faisait en donnant des leçons de piano. Et elle était très musicienne. Enfin, on était musicien du côté de mon père. Et alors, il se trouve que, par ailleurs, ma mère aussi, enfin, jouait du piano, alors que du côté de ma mère, on est plutôt peintre. Mes parents jouaient du piano et violon, n'est-ce pas, quand j'étais enfant. Alors, j'ai continué à prendre des leçons de piano pendant un certain temps, et puis et je m'intéressais, ça me plaisait. Mais à un certain moment, alors à ce moment-là, nous habitions Caen, enfin, c'est-à-dire que nous avons été tout à fait déracinés, mais parce que mon père a été nommé à Caen, et nous avons, à ce moment-là, les études secondaires ont fait que j'ai dû abandonner, parce que en seconde ou en première, on a trop de travail, n'est-ce pas? Je faisais le lycée, Malherbe, et à ce moment-là, non, j'ai plus pu, j'ai dû abandonner. Mais je m'y suis remis moi-même dès la philosophie, qui m'a paru une chose beaucoup plus facile, somme toute, que
enfin que ce que j'apprenais en latin science, si vous voulez, en première partie du bachot. Et à ce moment-là, je m'y suis remis de moi-même. Et par la suite, venant à Paris, alors plus tard, eh bien, j'ai passé des journées entières au piano. C'est-à-dire que je passais mon temps à essayer d'interpréter, de jouer de la façon la meilleure, enfin, les musiciens que j'aimais, qui étaient aussi bien Bach que Stravinsky, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais comment dirais-je, je n'ai jamais appris l'harmonie, je n'ai jamais composé. D'instinct. Non, c'est un fait. Enfin, je n'ai pas appris. Et d'autre part, j'étais incapable même de lire. Non, de lire, non, de déchiffrer, non, Oui. mais de jouer par cœur, oui, impossible. Alors, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que je dépensais trop de substances nerveuses à interpréter des choses qui n'étaient pas de moi. Et j'ai décidé d'arrêter complètement et de tout faire passer par la plume. Alors c'est le créateur qui s'était réveillé. C'est à ce moment-là, oui, enfin, c'est-à-dire il a toujours été là. Mais le fait est que, Oui. à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas me disperser. Mais Francis Ponge, à 20 ans, vous pouviez prévoir que vous seriez le poète que vous êtes devenu, ou vous aviez fixé un but à votre vie? Oui, c'est-à-dire que je voulais, comment dirais-je, j'avais une sœur très brillante, n'est-ce pas, très brillante, qui, elle, avait pris d'excellence partout, etc., et qui apprenait, elle, l'anglais. Moi, je prenais l'allemand au lycée. Et je pensais qu'à nous deux, nous allions conquérir Paris, le monde, et Dieu sait quoi. Et comment serais-je devenu, je ne sais pas quoi, moi, un grand politique ou un grand écrivain, Dieu sait, je n'en savais rien. Vous le vouliez en tout cas. On voulait ça, oui, je voulais ça. Donc vous y êtes arrivé? Bah, plus ou moins, non. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Enfin, je ne suis pas académicien français, je suis... Vous avez dit « je ne suis pas académicien français » comme si vous le regrettiez. Je ne le regrette absolument pas. Je ne le regrette pas parce que je n'aimerais pas fréquenter constamment des gens qui me plaisent pas tellement. Enfin, C'est-à-dire si on vous demandait, si on vous appelait, vous diriez non? je ne dis pas que je dirais non. Je n'en dis rien. Je ne dis rien. Mais on ne m'appellera pas. Enfin, c'est probable. Toujours est-il que je ne le suis pas en France. Je le suis, par exemple, en Bavière. Je le suis en Amérique. Mais je ne suis pas académicien français. Je veux dire, c'est assez invraisemblable. Mais enfin, Ouais. ça, c'est une autre question. Bien sûr. Une chose m'étonne, Francis Ponge. Tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez aperçu hier soir à la télévision Jean Nohain, que vous l'aviez bien connu, vous étiez même des copains d'enfance. Et regardez la différence de parcours. Regardez les routes de vagabondage que vous avez pris, et l'un et l'autre. Elles sont quand même tout à fait différentes. Oui. Jaboun d'un côté, et de l'autre côté, Francis Ponge. Oui, c'est assez étonnant. C'est assez bizarre. En effet, j'ai bien connu Jean-Marie Legrand, puis c'était le nom de Jean Nohain. Le nom de Jean Nohain, du temps où Franc Nohain, pendant la Première Guerre, leur père était rédacteur en chef de l'Écho de Paris. Et j'allais chez eux, où il y avait naturellement Claude Dauphin, et j'ai vu passer là des académiciens catholiques, puisque l'Écho de Paris était plutôt... Et le journal, n'est-ce pas, était plutôt catholique, avec un excellent, d'ailleurs, comment dirais-je, collaborateur pour la politique étrangère qui s'appelait Pertinax. Il y a une rue Pertinax à Nice, enfin, ça, oui. Et alors, la façon dont la chose, enfin, nos carrières, si on veut dire, se sont écartées l'une de l'autre est assez fantastique. Peut-être que Francis Ponge aurait pu devenir un personnage de musical. On ne sait jamais. Bon, ça me paraît bizarre. Non, pas du tout. À première vue, comme ça. Vous savez, Alors, la tare protestante est aussi un peu là. Enfin, le côté un peu sévère, un peu la virtus romana. Enfin. J'ai lu et j'ai relu beaucoup de vos œuvres. Et il y a quand même cette phrase qui m'a retenu, par exemple, dans Nouveau Recueil. « Je n'ai jamais été honteux que d'une chose. Du caractère toujours convenable, malgré tous mes efforts, de tout ce que j'ai fini par dire. D'autres idiots y voient une confirmation de leur génie. » Oui. Cela vous étonne, tout ce que vous avez dit. Oui. Et vous estimez que tout était trop convenable, que vous aviez beaucoup plus à dire et que vous êtes resté toujours Vous savez, ça, en deçà. Je crois que c'est extrait d'un texte qui a été publié dans le surréalisme au service de la Révolution. Oui, mais tout de même. Oui, mais enfin, à ce moment-là, j'étais franchement, comment dirais-je,
plus que contestataire, enfin, vous savez comme étaient les surréalistes, et puisque j'ai fait partie du groupe pendant un certain temps. Mais il est certain que à certains moments, vous savez, je me contredis constamment. Enfin, c'est vrai? Oui. Il faut se contredire? Mais bien sûr. Hein, enfin, il n'y a que ça fait partie de la qualité de la vie. Ça. Il y a beaucoup de gens qui se figurent que les héros sont ceux qui ne changent jamais d'opinion. Moi, je pense qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'opinion, puisque tout change. Enfin, bon. Alors, de ce point de vue-là, non. Toujours est-il que il m'arrive, en effet, de considérer, je l'ai écrit tout récemment à propos d'Apollinaire, n'est-ce pas, que je considère que certains auteurs contemporains, je cite par exemple Butor ou Denis Roche, n'est-ce pas, vont vers l'aventure et la recherche, enfin comme ça, de façon beaucoup meilleure que moi, enfin que moi je n'ai pas cette qualité. Oui, mais vous êtes venu avant eux, et on pourrait dire même que peut-être vous étiez avant le nouveau roman. On le dit, mais ça oui. c'est sûr. Enfin, même Rob Grillet me l'a dit un jour avant de commencer à m'attaquer, parce qu'il s'est servi de moi comme marche d'escalier, et ensuite, bon, il m'a laissé tomber, il a fini par m'attaquer. Mais le fait est... Vous êtes agacé par ça? M'en fous complètement. Mais c'est égal, vous savez, l'opinion des... Enfin, je suis vaniteux dans une certaine mesure, c'est-à-dire que je tiens compte un peu de l'opinion des gens, mais pas tellement, je suis plus orgueilleux que vaniteux. D'ailleurs, vous avez dit, il ne s'agit pas plus d'avoir raison longtemps que d'avoir raison aujourd'hui. Peut-être moins, il s'agit d'avoir plus que raison, il s'agit de vivre. Oui. Et je crois que là, vous avez témoigné pour cette phrase, il s'agit de vivre. Oui. Et vous avez choisi de vivre. Oui, bien sûr. C'est pas toujours facile, hein, surtout quand on est poète, poète, comme disait Léopold Fargue, un de mes grands amis, poète. Mais parce qu'on est obligé de faire autre chose. Enfin, si on n'a pas de fortune, on est évidemment obligé de faire d'autres métiers. J'en ai fait beaucoup. Et vivre, donc, est souvent très difficile. Et j'ai eu des périodes de très grandes difficultés financières, enfin, où vraiment, ça n'allait pas du tout. Enfin, vous n'avez pas ça a duré très longtemps, enfin, oui. Vous n'avez pas vécu que de votre plume? Au diable. J'ai beaucoup vécu d'autres métiers. Enfin, j'ai fait un tas de métiers, toutes sortes de métiers. Oui. Oui, enfin, je ne peux pas trop les imaginer. J'ai été employé ici, employé là. À un moment donné, j'ai failli avoir un métier qui me plaise quand j'ai été très gentiment embauché par Gaston Gallimard. N'est-ce pas parce que mon père était à l'agonie, enfin, allait mourir. Il est mort quand j'étais encore très jeune. Et Gaston Gallimard, sur la demande de Jacques Rivière et de Jean Paulhan, m'a embauché. Et je suis entré aux éditions de la Nouvelle Revue Française. C'est-à-dire un métier qui se rapprochait de ce que vous faisiez. En 1923, oui. Ouais. Mais ensuite, enfin, je l'ai quitté, parce que je ne pouvais pas m'astreindre non plus à un travail régulier, etc. Et j'ai fait 1000 autres métiers. Et Francis Ponge, vous paraissez un peu amer lorsqu'on parle de cela, comme si véritablement... Amer, le fait les gens ne reconnaissent pas une certaine qualité. Ah non, c'est pas tellement ça, qu'ils ne reconnaissent pas une certaine qualité. J'ai été reconnu très jeune, puisqu'en fait, j'ai été publié dans la Nouvelle Revue Française, alors que c'était assez rare pour un homme de mon âge. Enfin, c'était vraiment très rare, très rare, avec des sommaires où il y avait Proust, Gide, Valéry, Claudel, etc., et où il y avait de temps en temps un jeune écrivain, n'est-ce pas? Donc, mais ça n'a fait que, comment dirais-je, je n'ai pas exploité ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai toujours, ça m'a incité à être encore plus sévère vis-à-vis de moi-même. Enfin. Je vous lis encore, Francis Ponge. Il n'est d'homme que ceux qui, en toute occasion, ne sont poussés que par un seul mobile, cet instinct de conservation de l'esprit. Et je reviens à ce que vous écriviez dans l'atelier contemporain. L'esprit marche à je ne sais quelle allure, la vérité beaucoup plus lentement. Je dois même dire qu'en ce qui me concerne, elle est de plus en plus longue à me rattraper. De façon générale, elle ne me paraît pas chose à atteindre, mais à attendre. Oui. Vraiment? Je crois, oui, vraiment. N'est-ce pas ça, c'est écrit à propos de Braque, n'est-ce pas? Et c'est parce que je pense que
n'est-ce pas, là, que presque tout ce que j'ai fait était, comment dirais-je, dans la certitude que ce que j'écrivais n'était pas la vérité, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de vérité, n'est-ce pas, et qu'elle n'était sûrement pas la vérité, et qu'il fallait attendre. Vous savez, il y a aussi, à ce propos-là, je peux citer un mot de Paul Valéry, n'est-ce pas, disant qu'il faut changer d'heure et d'outil, n'est-ce pas, et attendre. Attendre. Il faut attendre que les bonnes expressions viennent sous votre plume, si vous voulez. Il faut en refuser un très grand nombre, n'est-ce pas? Il faut être assez sévère envers soi-même et envers l'idéal qu'on se propose, c'est-à-dire le modèle qu'on a dans l'esprit de ce qu'on veut faire, pour refuser les choses qui sont simplement jolies, brillantes, etc., en attendant que vienne la chose qui est, comment dirais-je, adéquate au modèle qu'on s'est donné. Parce que ça, c'est encore une chose qui m'est venue de Braque. Braque disait, n'est-ce pas, que la toile blanche qu'il avait devant les yeux avant de commencer à peindre, que le tableau était dessous et qu'il s'agissait d'épousseter la toile avec, alors il montrait ses pinceaux, changer de couleur, d'épousseter la toile pour que le tableau sorte et qu'il fallait aider le tableau à sortir. Oui, mais pour épousseter comme il le faisait, il fallait quand même qu'il y ait quelque part un peu de génie, non? Oui, non, il fallait qu'il soit à la disposition de son génie et de ses scrupules. Alors Francis Ponge, pourquoi être écrivain? Par rancune? Absolument pas, ça aussi je l'ai dit. Oui. Je l'ai dit, je l'ai écrit. On dit beaucoup qu'on est souvent écrivain parce qu'on ne s'est pas entendu avec sa famille. Oui. Beaucoup disent ça, n'est-ce pas? Et que c'est par rancune qu'on devient écrivain. Pour moi, c'est absolument différent parce que j'ai toujours aimé, admirer mes parents qui ne m'ont jamais donné que les meilleurs exemples, et il n'y a absolument pas de cela pour moi. J'ai voulu être écrivain parce que j'ai eu l'impression que c'était comme ça que j'allais me réaliser, si vous voulez, enfin dans une certaine mesure. Et vous avez gagné à moi-même. Et vous avez gagné peut-être parce que vous avez pris le parti des choses et jusqu'au bout. Le parti des choses compte tenu des mots. Oui, qui ont un pouvoir bizarre. Qui ont un pouvoir bizarre du fait qu'ils sont à la fois intérieurs et extérieurs. C'est-à-dire que ce sont les mêmes mots qui nous permettent d'exprimer nos sentiments, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement subjectif et intérieur, et de nommer le monde extérieur. C'est vraiment la particularité, la supériorité du langage sur tout autre moyen d'expression. Même bien que j'adore la musique et que j'adore la peinture, eh bien non, les mots, c'est mieux. Les mots viennent avant. Les mots viennent, oui, sont supérieurs de ce fait-là, parce que ce sont ceux qui nous permettent à la fois, n'est-ce pas, ils sont à la fois intérieurs et extérieurs. C'est tout à fait extraordinaire, mais c'est comme ça. Une petite phrase de vous peut paraître étonnante. Vous écrivez que les critiques se rassurent. Ils n'ont pas à lire mon livre, je ne l'ai pas écrit en français. C'est toujours le même texte, hein. Oui, c'est toujours le même texte de la Révolution surréaliste. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je ne l'ai pas écrit en me soumettant à, à la langue française telle qu'elle est donnée depuis des siècles, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il fallait, changer, si vous voulez, modifier cette langue pour la rapprocher, à mon sens, pour beaucoup, enfin, de la langue mère, la langue latine, ou des langues grand-mères, comme le grec ou les langues védiques, enfin les langues indo-européennes, mais qu'il fallait ne pas accepter, si vous voulez, les connotations, parce que les associations d'idées que les mots de la langue française telle qu'elle est couramment écrite ou parlée, je ne supportais pas cela, parce que je considérais que les mots étaient quelque chose de beaucoup plus vivant, avaient une étymologie, avaient une très ancienne existence, qu'ils avaient,
signifié au cours des siècles des choses très différentes. C'est ce qu'on appelle la sémantique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et qu'il fallait tenir compte de cela et, comment dirais-je, et aussi, en un sens, pour garantir la pérennité, si vous voulez, en quelque façon, de mes écrits, je voulais que ne comprendrait-on plus la langue française dans quelques millénaires ou quelques siècles peut-être seulement, n'est-ce pas? Eh bien, il suffirait qu'on connaisse une langue romane quelconque pour pouvoir lire mes textes, n'est-ce pas? C'est une garantie. Maintenant que vous êtes entré dans votre 82e année, de quoi avez-vous peur, Francis Ponge? Peur? Oui. J'ai pas peur. Vous n'avez jamais eu peur? J'ai eu peur, bien sûr, comme tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que, bien sûr, j'ai été mobilisé pendant les deux guerres. J'ai été soumis à des bombardements, à des mitraillages, etc., etc., bien que je n'ai pas été combattant à proprement parler. Pour plusieurs raisons, parce que c'est la dialectique, le bien, le mal. Enfin, j'ai eu la grippe espagnole qui m'a empêché de faire la première guerre comme combattant, la guerre de 14, n'est-ce pas? Et j'ai ensuite été trop vieux pour être mobilisé dans une arme combattante pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'empêche pas que là... vous avez fait votre travail de résistant, quoi. Oui, puis enfin, pendant la guerre même, enfin, c'était pas très drôle, l'exode sous les bombes et les mitraillages allemands ou italiens, c'était pas très drôle. Enfin, évidemment, on a risqué, évidemment, très souvent, sa vie. Mais peur... Alors, j'ai eu peur, et je considère que le courage ne consiste pas du tout à ne pas avoir peur. Le courage consiste à surmonter sa peur. Bien sûr. J'aime beaucoup cette phrase de vous. Partout où il y a de l'âme, on est encore chez l'homme. Oui, oui. Ça, c'est à propos des Hongrois, je crois. Oui, mais vous croyez qu'il y a cette âme quelque part et qui n'est pas tout à fait errante? Ah non, bien sûr. Oui, non, je pense que... Bien sûr, oui. L'âme d'un... Je ne suis pas, comment dirais-je, idéaliste, si vous voulez, en un sens, n'est-ce pas? Je suis plutôt matérialiste, mais enfin, au sens épicurien, c'est-à-dire que, au sens de l'épicurie, enfin, des matérialistes de l'Antiquité, enfin, de Démocrite d'Épicure et de Lucrèce. Mais le fait est que, ou d'Horace, n'est-ce pas, qui était aussi matérialiste que Lucrèce ou qu'Horace, avec un peu de bonhomie, si bien qu'actuellement, je le préfère presque à Lucrèce, bien que Lucrèce soit un écrivain admirable, enfin... mais peut-être un peu trop pessimiste, tragique, enfin, etc. Mais alors je préfère Horace parce qu'il a en plus la qualité bonhomme, n'est-ce pas, qui est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, non seulement chez La Fontaine, mais aussi chez Horace, oui. Alors, il y a cette, comment dirais-je, ce fait qu'on ne craint pas la mort, si vous voulez, car on sait parfaitement qu'elle fait partie de la vie, enfin que c'est normal, enfin, ouais. Oui. C'est la fin. Oui. La fin attendue. On est au moins sûr d'une chose. Oui, ça. Vous avez été poursuivi par les mots et par les choses, et je crois aussi vous avez eu la chance d'être accompagné, c'est-à-dire d'avoir la complicité d'un être. Et je pense à votre femme, parce qu'il est important aussi d'avoir une voix ou d'avoir un cœur qui répond, ou du moins qui bat au même rythme. Oui, j'ai été très, très, comment dirais-je, soutenu d'abord par ma mère, et ensuite par ma femme. Oui. De façon admirable, enfin, puisque ma femme vous ai parlé tout à l'heure des périodes de vraie détresse financière que nous avons connues. Eh bien, elle a été admirable de ce point de vue, n'est-ce pas, n'ayant jamais, comment dirais-je, craqué. Enfin, pendant la résistance, ça a été la même chose. Enfin, et à ce moment-là, non plus, c'était pas facile d'être la femme d'un résistant. Et votre fille, vos petits-enfants savent qui vous êtes? Eh bien, ils doivent commencer. Enfin, ma fille a téléphoné il y a quelques minutes de Paris pour demander si j'étais parti. Enfin, si vous veniez me rejoindre ici à Nice. Vous rejoindre. Et elle est très occupée parce qu'elle est la principale collaboratrice de Jean Dubuffet, n'est-ce pas? Vous savez, qui est un personnage très extraordinaire et qui est très, comment dirais-je, enfin, elle a énormément de travail. Mais vous dire, enfin, elle suit aussi ce que je fais. Quant à mes petits-fils, certains sont déjà âgés, ils connaissent votre œuvre? Plus ou moins, oui, plus ou moins, oui. Vous aimeriez qu'ils la connaissent bien? Oui, non, mais
Oui, vous savez, les très jeunes gens, on ne peut pas les... Oui, oui. Naturellement, je leur ai passé certains de mes livres. Enfin, vous avez beaucoup écrit sur les mots, vous les avez même plus qu'approchés, vous les avez fait respirer, vous les avez fait parler, mais quel est le mot que vous préférez? Bon, il y a le mot guêpe, et vous avez écrit sur la guêpe, il y a le mot oiseau, et c'est vrai, on ne remarque pas, vous le faites, vous le dites, dans le mot oiseau, il y a toutes les voyelles. Oui, c'est bête, mais on ne le voit pas. Oui, c'est curieux, mais c'est comme ça, oui. Quel est le mot que vous préférez, le mot de la langue française, ce mot qui respire quelque chose, ce mot qui n'est pas inerte? Oui, aucun mot n'est inerte d'abord. Oui. Et puis il n'y en a aucun que je préfère. Non, sincèrement, je ne peux pas, je les aime tous. Mais pourquoi vous avez pris tellement d'intérêt à regarder les mots, à les écouter parler, comme la figue, par exemple, vous dites que la figue est venue avant les hommes, bien avant le temps des cathédrales. La figue est sainte. Ouais. Sainte figue. Oui, oui. Non, c'est un fait. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. C'est le sentiment que les objets ou les fruits ou les plantes ou les meubles, les rochers, les maisons sont plus, comment dirais-je, durables que l'homme, n'est-ce pas? Et surtout que les idéologies. Enfin, ça, il n'y a pas de doute. Enfin, il est certain que le fait de la perpétuité, la perpétuation des espèces, n'est-ce pas, est un fait beaucoup plus important que tout ce que l'homme peut avoir construit ou pensé de ses mains. Enfin, c'est clair, n'est-ce pas? Il est certain que un fruit comme la figue, puisque nous parlons de la figue, qui a assuré sa perpétuité, enfin par l'intermédiaire des graines, de l'arbre, etc. Bon, mais est quelque chose qui est beaucoup plus grave, qui est beaucoup plus important du point de vue cosmique, si vous voulez, du point de vue que les monuments de l'homme, enfin, sans aucun doute. Enfin, on ne regarde pas les objets avec assez d'intérêt, assez d'attention. Oui, c'est-à-dire qu'en général, n'est-ce pas, les objets servent à l'homme pour se parler d'homme à homme. C'est-à-dire, on dit t'as un cœur de pierre, etc. Ça signifie qu'on considère que la pierre n'est intéressante que dans la mesure où elle sert à dire d'un homme à un autre ou à une femme t'as un cœur de pierre, n'est-ce pas? Mais si on observe sérieusement la pierre, on ne sait pas ça qu'elle est bien autre chose que dure. Hein? Elle est bien autre chose. Enfin, il y a un texte qui s'appelle Le Galet, par exemple, où je parle beaucoup de la pierre. Mais je cite souvent l'exemple du verre, la matière du verre. Fort et fragile. C'est ça, oui. Dur et fragile. Dur et fragile, oui. Oui. Il y a d'autres exemples de cela, enfin, d'autres mots. La boue, vous parlez beaucoup de la boue aussi. Oui, tout un chapitre sur la boue, alors que vraiment on n'aurait pas l'idée d'écrire sur la boue. Eh bien oui, mais enfin le fait est que la boue est quelque chose d'intéressant. Oui. C'est-à-dire que l'imagination de la nature est plus grande que celle de l'homme. Ah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. La nature fait preuve d'une imagination invraisemblable, enfin admirable, enfin c'est sûr. Et puis vous avez parlé beaucoup de la langue, Francis Ponge, et vous estimez qu'il est préférable d'aller vers les racines que de tordre ses branches, quoi. Et vous ajoutez même que les Grecs exilaient ceux qui ajoutaient une corde à la lyre. Oui, c'est juste, vous savez, qu'il suffit, que la lyre se suffit des cordes qu'elle a, et qu'en ajouter une, c'était exagéré. Je le dis à propos de Ronsard, n'est-ce pas, et de Malherbe, enfin, la préférence que j'ai pour Malherbe. Pour Malherbe par rapport à Ronsard, oui. Il y a aussi chez vous cette grande lucidité qui est celle du poète, et vous l'écrivez avec des mots vrais. La vertu et la liberté réussissent moins bien dans les foules que l'intérêt et l'habitude. Oui. D'ailleurs, vous n'aurez jamais été dupe dans votre vie. Oh, ça, je ne peux pas dire. J'ai été très souvent dupe. J'ai cru à un tas de choses à laquelle j'ai décidé ensuite de ne plus croire. Enfin, bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup changé d'opinion. J'ai cru très longtemps enfin bien des choses que je ne crois plus maintenant. Vous savez, j'ai été communiste. Enfin, en 43-44, je crois. Hein. J'ai été communiste, non, avant cela. En 42, alors. Non, avant. Avant. J'ai été communiste en 1937. Ah, je pensais que vous étiez communiste en 42, ce qui était quand même un mauvais moment. Non, mais je l'ai été. J'ai d'abord été syndicaliste chez Hachette
aux messageries Hachette en 1936, au moment du Front populaire et des grandes grèves, etc. J'étais syndicaliste. Et puis je me suis aperçu que les communistes étaient les plus efficaces sur le plan de la lutte ouvrière, et je me suis donc inscrit au Parti communiste en 1947, si bien que j'étais communiste pendant toute la Première Guerre. J'ai fait ma résistance dans les rangs du Parti communiste ou du Front national, n'est-ce pas, des communistes. J'ai fait la résistance dans les rangs. Et je n'ai quitté le Parti communiste, d'ailleurs sans tambour du trompette, en cessant seulement de cotiser, de prendre ma carte, quand je me suis aperçu que on profitait beaucoup trop après la guerre, enfin du fait qu'on avait été communiste, alors qu'on voyageait partout, qu'on allait se promener dans tous les pays possibles, enfin que c'était devenu quelque chose. Et aujourd'hui, vous le regardez comment, ce Parti communiste? Très mal. C'est vrai. Aussi mal que possible, oui. Je pense toujours qu'il y a des gens admirables, parce que j'ai connu des communistes admirables, parfaitement, comment dirais-je, sincères, courageux au possible, enfin, et vraiment des gens merveilleux. Hein. Mais je pense que, enfin, j'ai cru, n'est-ce pas, comme, voilà, j'ai été dupe. J'ai cru que c'était le parti de la fraternité, etc. Alors que c'est le parti de la... Mais le poète que vous êtes, à quels yeux pour la politique en général? Eh bien, je m'intéresse quand même à la politique, dans la mesure où je suis un homme vivant et où tout ce qui se passe dans le monde, je m'y intéresse peut-être même un peu trop, enfin ça m'intéresse beaucoup, ça m'intéresserait presque trop, n'est-ce pas, mais bon, c'est pas mon fait, enfin, je l'ai dit une fois à mes camarades du Parti communiste, enfin, je leur ai dit, à un moment donné, comme je suis relativement plus instruit, plus, comment dirais-je, dans une cellule, évidemment, un garçon comme moi, eh bien, il accepte de prendre des tâches parce qu'il comprend plus vite et puis parce voilà, que l'employé de maison, je ne sais quoi, le maçon, etc. Et alors, on monte immédiatement dans la hiérarchie, n'est-ce pas? Et moi, j'ai été secrétaire de section, etc. Enfin bon, alors, à un moment donné, j'arriverai au sommet de cette hiérarchie. Enfin, c'est-à-dire que je ferai partie du comité central, je sais quoi. Et à ce moment-là, je pourrais être amené à un moment donné à faire partie d'un tribunal révolutionnaire. À ce moment-là, eh bien, il faudra que je décide d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire fusiller ma femme, ma fille, mon cousin, etc., parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Je m'y refuse. Ça, je sais que je n'irai pas jusqu'au bout. Tandis que je sais que j'irai jusqu'au bout dans mon travail d'écrivain, c'est-à-dire au plus profond et au plus sans vergogne. Francis Ponge, vous avez de la difficulté à écrire? Ou bien ça vient tout seul? Oh non, j'ai... Les poètes travaillent comment? Autant de difficultés, je ne sais pas les poètes en général, mais quant à moi, je sais que j'ai autant de difficultés que j'en avais quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui encore? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui. N'importe quoi. Ouais. Qu'il s'agisse d'un article de prose, un article, si vous voulez, que d'un texte sur un peintre, que d'un texte dit poétique. Enfin. Vous écrivez combien d'heures par jour? Oh, bah, vous savez, c'est pas fixé. Actuellement, je suis très sollicité, c'est-à-dire qu'on me demande beaucoup de textes, ici, là, ailleurs, n'est-ce pas? Et que pour des raisons qui sont souvent des raisons morales, enfin, le fait que je ne peux pas refuser ça à quelqu'un ou à l'honneur de quelqu'un qui est mort, qui a été mon ami, etc. Je suis obligé d'accepter, j'accepte, mais j'ai aussi beaucoup de difficultés. Je serais curieux, que souhaitez-vous devenir? Papillon, œillet, hirondelle, huître, boue? Vous avez tellement écrit sur tous ces mots. Oui. Non, devenir comme dans une vie seconde. Vous croyez à une vie seconde d'abord? Pourquoi pas? Enfin, j'y crois sans y croire, tout en y croyant. Enfin, vous savez, je ne crois pas à grand-chose. Et je crois à tout, si vous voulez, mais à rien. Enfin, je suis persuadé, je me rappelle, par exemple, quand j'étais l'ami d'André Breton, eh bien, ils m'ennuyaient avec leurs histoires de l'astrologie, vous savez. Je me souviens d'une promenade comme ça avec Breton et de Sarah, où ils ne faisaient que parler je ne sais quoi, mais enfin, du fait qu'on est né sous telle influence, avec, je sais quoi,
bien sûr, il est très probable qu'en effet, il y a une influence des astres, enfin, de la Lune, on le sait évidemment, mais des astres, enfin, qu'il y a une influence, c'est probable. Mais quantitativement, c'est peu de choses, enfin, je pense. Oui. Dans votre ouvrage, lire comme une lyre, hein, vous vous interrogez, et vous regardez face à mon image, face à mon visage, une forte lampe. Alors, vous vous demandez qui vous êtes. Un penseur, le doigt sur la tempe, ou un bouffon qui se grime. Mais les deux ensemble, sans doute. Un vieil homme qui a compris. Oui. Vous êtes vraiment ce vieil homme qui a compris? Ouais, je suis encore plus vieux que lorsque j'ai écrit ça, qui a été écrit sur la demande de la Compagnie Générale d'Électricité sur la commande pour un texte pour persuader les architectes qu'ils aient à prévoir l'arrivée de l'électricité dans leur bâtiment, n'est-ce pas, au moment même où ils en font les plans. Il s'agissait de cela. Alors, c'est un texte que j'ai beaucoup travaillé parce qu'il était commandé, qu'il devait avoir une certaine longueur. Ça, j'aime beaucoup. Vous travaillez à la commande. Beaucoup. Beaucoup, oui. Beaucoup. Tous mes textes sur les peintres sont des textes commandés. Et dans la rage de l'expression, vous dites je ne me prétends pas poète, je crois ma vision fort commune. Mais un peu plus loin ou un peu plus avant, il y a ces notes prises pour un oiseau, et je veux bien dire que c'est du bon sens, et si vous appelez ça commun, bravo. L'oiseau, les oiseaux, il est probable que nous comprenons mieux les oiseaux depuis que nous fabriquons des aéroplanes. Oui. C'est très simple, mais c'est ça, je crois, la poésie, non? En un sens, peut-être. Je crois que il est évident que... Enfin, il suffit de voir le profil de Concorde, ou des nouveaux grands avions, pour se rendre compte qu'ils sont à l'imitation des oiseaux ou des insectes. Enfin, c'est clair, non? Et dans le parti pris des choses, vous qui au commencement ne vouliez pas être appelé poète, vous êtes quand même celui qui se reconnaît comme poète, car vous dites qu'on s'en persuade. Il nous a bien fallu quelques raisons impérieuses pour devenir ou pour rester poète. Ne serait-ce qu'à nous-mêmes, nous voulons faire entendre la voix d'un homme. Ouais. Et puis vous ajoutez, il faut un certain courage pour se décider non seulement à écrire, mais même à parler. Un tas de vieux de chiffon, pas à prendre avec des pincettes, voilà ce qu'on nous offre à remuer, à secouer, à changer de place. C'est terrible ce que vous dites, parce que on se demande si parfois on ne parle pas trop, si on ne dit pas trop. Et d'ailleurs, vous l'avez dit quelque part, qu'on disait trop, hein. Oui. Une seule issue, parler contre les paroles. Oui. C'est-à-dire parler avec et contre. Oui. C'est ça la difficulté. C'est que nous sommes obligés d'employer les mots, les paroles, mais que nous devons parler aussi contre eux. Il vous arrive de vous relire? Oui, avec satisfaction, généralement. C'est vrai? C'est de la vanité? Non, c'est du sentiment que c'est pas si mal, finalement. Parce qu'on parlait de Malherbe, et vous avez écrit beaucoup sur Malherbe, et tout cela est venu du lycée Malherbe, hein? Beaucoup. Alors vous dites, n'aurions-nous produit que Malherbe et Montesquieu, la maison était bâtie, aménagée, la cour pavée, et nous étions à l'abri pour les siècles. Puis un peu plus loin, dans le sable de la fontaine où se mêlent à nouveau quelques brillants débris de coquillages marotiques, déjà, l'on enfonce un peu. Cela veut dire que Malherbe et Montesquieu sont inscrits pour l'éternité, et que déjà la fontaine n'appartient plus qu'à sa fable. Oui, non, c'est un peu... Enfin, j'aime beaucoup La Fontaine aussi. J'espère, hein. Dans la mesure... Mais dans la mesure même où il a dit quelque part que Malherbe était le plus grand poète français. Oui. Et vous savez qu'il a écrit même... Vous savez qu'il est devenu le poète qu'il a été quand il se promenait dans les bois à Château-Thierry. Enfin, je crois que c'est Château-Thierry, La Fontaine, oui. Il se promenait dans les bois, il était aux eaux et forêts. Et il se promenait dans les bois et il ne se donnait à rien. Il y a je crois que c'est Pélisson dans l'histoire de l'Académie française qui en parle. Quand un beau jour, un officier venu en garnison a lu devant lui un poème de Malherbe et que Malherbe alors se récitait à lui-même les poèmes de Malherbe en se promenant dans les bois et
que c'est ça qui a déclenché chez lui le désir de devenir poète. Vous connaissez des poèmes de Malherbe, vous les dites parfois? Non, en vous promenant dans parmi vos orangers? Par cœur, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Vous savez, je suis vieux, j'ai énormément de souvenirs qui se chevauchent, etc., y compris des citations. Et il y a quand même l'opinion de Boileau, qui est célèbre, enfin Malherbe vint. Oui, mais il dit que c'est le modèle des classiques. Ouais. Par conséquent, il est supérieur aux classiques. Mais Francis Ponge, vous accordez quand même une très 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 grande importance à Malherbe. Je vous cite, je vous lis, « Pour que la lyre sonne, il faut qu'elle soit tendue. » Oui. Or, Malherbe, l'ayant tendue à plus haut point que personne, accordé à ce point et plusieurs fois fait sonner, sans doute tenons-nous en lui le plus grand poète des temps modernes, et peut-être de tous les temps, le génie supérieur de notre nation, le modèle inégalé de nos auteurs, et devons-nous tenir son œuvre comme la lyre elle-même. Oui. Alors là, je crois que cette fois-ci, il faut relire Malherbe, il faut le tenir très chaud au creux de son cœur, parce que je crois que vous l'avez choisi pour toute une éternité. Non? Oui, c'est-à-dire qu'en un sens, n'est-ce pas, mon texte sur Malherbe est en quelque façon aussi une espèce de testament à l'époque. Oui. Le testament, n'est-ce pas, c'est clair, depuis. J'ai continué à écrire et d'autres textes de moi comment dirais-je, peuvent aussi être considérés comme des testaments, comme La Fabrique du Pré ou comme certains textes sur les peintres ou d'autres, enfin. Bon. Et puis, vous retiendrez l'attention pour les choix que vous avez faits aussi, car écrire tout un livre sur le savon, c'est tout de même étrange, non? Oui, oui. Et lorsqu'on lit ce que vous avez écrit, on s'aperçoit que toutes ces choses méritaient d'être dites. Vous savez qu'un ingénieur chimie, un spécialiste de la chimie quantique connu dans le monde entier, m'a écrit en me disant que personne n'avait parlé sur le plan de la chimie du savon de façon aussi précise que moi de cet objet. Je crois qu'il est bon à ce moment. Je m'aperçois qu'il est 17h56 et que les minutes passent vite. Je crois qu'il est bon de lire un peu de ce que vous écrivez sur le savon. Voici un petit morceau de vrai savon. C'est que l'homme, en effet, ne peut se décrasser à l'eau simple. Serait-ce sous des torrents ainsi noyés, ni au vent frais, si parfumé soit-il, ni par le silence, ni par la prière, serait-ce dans le Jourdain immergé jusqu'à la ceinture, ni par le suicide, en la plus noire source, malgré toutes sortes de préjugés courants là-dessus. Il y faut, il y suffit, mais il y faut, dans la main, dans la bouche, quelque chose de plus matériel et peut-être de moins naturel, quelque chose d'artificiel et de volubile, quelque chose à la fois qui se déploie, se développe et qui se perde, s'exténue dans le même temps, quelque chose qui ressemble beaucoup à la parole employée dans certaines conditions, en un mot, un petit morceau de savon. Et je dois dire qu'il y a quelques 127 pages. Alors, est-ce un exercice de style? Vous vous amusez ou vous êtes vraiment au creux de l'objet? Je m'amuse aussi. Oui. Oui. Je crois que vous vous amusez. Oui. Et vous vous serez amusé au cours de votre vie? Oui, bien sûr, aussi, bien sûr. Qu'allez-vous faire maintenant qu'il est presque 18h? Vous allez retrouver votre Provence, votre petit village? J'ai retrouvé mon petit mas, mon vieux mas. Votre vieux mas? Oui, avec grande joie. Et merci m'avoir appelé à parler avec vous, à dialoguer avec vous. C'est moi qui vous remercie, mais de toute manière, je crois que nous aurions besoin de beaucoup plus d'heures. Je voudrais simplement rappeler quelques-uns de vos livres. L'atelier contemporain, pour ceux qui s'intéressent aux peintres. Et je veux dire que là, vous savez regarder un tableau. Il y a pièces, il y a le savon, il y a le parti pris des choses. Je crois que ce livre est important. Quel est le livre le plus important pour vous? Pour un Malherbe? Non, le prochain. Le prochain aura quel titre? Je n'en sais rien. Merci.